Le syndrome de stress post-traumatique arrive avec plein de signes et symptômes. Puis dans mon cas, d'aller vers les services de santé allait donner des diagnostics, ce qui allait provoquer ma sortie des Forces armées canadiennes. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, on a un show de malade! L'humour a toujours fait partie de ma vie. Je voulais une deuxième carrière, ou du moins un projet de retraite. J'étais un vétéran des Forces armées canadiennes, puis aujourd'hui, je suis un humoriste de la relève. Donc, si tu me suis, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Joe. C'est là où est-ce que j'ai envisagé une carrière d'humoriste. J'avais peur de ne pas plaire aux gens. Mais rapidement, j'ai réalisé que ce que je faisais plaisait à certaines personnes. C'est suffisant pour me permettre de réaliser que je suis sur mon X. Voici l'histoire de mon 180. Mon nom est Steven Bilodeau et je suis humoriste de la relève. Le sport a toujours eu une place importante dans ma vie parce que le sport m'a permis de me faire des amis. Cette passion-là pour le sport, je l'ai eue dès mon jeune âge. Puis le sport m'a continué à faire partie de ma vie jusqu'à temps que j'ai mon diplôme d'études secondaires et que je décide d'aller au cégep de Limoilou. Quand j'étais petit, je rêvais d'être policier. Je rêvais de porter l'uniforme. Je rêvais d'être aimé de tous. En fait, c'est plus tard, à l'âge adulte, que j'ai réalisé que les policiers sont pas les amis de tous. Mon enfance a été marquée principalement de la perte de ma mère à l'âge de 8 ans. Elle nous a quittés d'un cancer du sein. Suite à ce décès-là, mon père n'était pas adéquat pour s'occuper de 2 garçons. J'ai un frère plus jeune de 2 ans, et puis mon père nous a envoyés dans des familles d'accueil. Le décès de ma mère a été définitivement un événement qui a changé ma vie à jamais, dans le sens que j'ai dû me prendre en charge en bas âge rapidement et de pallier à plusieurs de mes besoins. Les résultats académiques de Steven ne lui permettent pas d'accéder au programme en technique policière fortement contingenté à l'époque. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, exactement. J'avais été attiré par une publicité qui passait à la télévision. C'était une publicité de recrutement des Forces armées canadiennes qui disait « Joignez les Forces armées canadiennes si l'aventure vous intéresse. » J'avais vu des films comme Rambo puis Commando, puis pour moi, c'était suffisant parce que je trouvais que ces hommes-là, dans ces films-là, avaient le respect des gens et qu'il y avait toujours une fin heureuse et héroïque. C'était pas du tout ça qui m'attendait. J'ai joint les Forces armées canadiennes, j'avais 20 ans. J'ai fait un premier 10 ans comme fantassin à l'infanterie et un deuxième 10 ans comme policier militaire. Ça a été une carrière remplie de hauts et de bas. Les forces m'ont donné tout ce que j'avais de besoin. Ils m'ont donné une famille, ils m'ont donné le support, ils m'ont donné l'encadrement. Je voyais l'armée comme une façon pour moi d'aller chercher une identité comme homme, qui, à ce moment-là, probablement, je me cherchais un petit peu et je cherchais à solidifier mes bases. L'armée, je le voyais comme une façon de systématiquement gagner du respect. Ils m'ont convaincu que je pouvais caresser une carrière d'athlète professionnel au travers de ma carrière militaire, ce qui était phénoménal. Ce que j'avais besoin dans la vie, c'était de la sécurité. Je me suis engagé avec une équipe de basketball et j'ai joint les rangs de l'équipe Canada militaire, où est-ce que j'ai passé 15 ans de ma vie à jouer avec cette équipe-là au niveau international, jusqu'à devenir capitaine de l'équipe. J'ai eu la chance aussi, en 2011, d'aller à Rio de Janeiro pour faire les Olympiques militaires. Et je me souviens le sentiment que j'ai eu de rentrer dans un stade bondé où est-ce que j'allais performer dans un événement d'envergure. Ça n'avait rien à voir avec toutes les compétitions que j'avais vécues. Puis je remercie encore mon entraîneur, George Mooney. Qui a été pour moi un père. Steven a 25 ans quand il est déployé à l'étranger pour la première fois. Il a complété 3 affectations en Afghanistan en 2004, en 2007, puis en 2008.
Ma face est la face d'un jeune homme qui a joint les Forces armées canadiennes, qui n'avait pas encore vécu la guerre. Après une embuscade qu'on a vécue en Afghanistan, à la suite d'une embuscade, c'était weird le feeling que j'avais. Et c'était un feeling de vouloir joker et de rendre ce qu'on venait de vivre comique. Et rapidement, de façon systématique, les militaires présents dans cet événement-là se sont mis à vivre une forme d'euphorie. Puis on s'est mis à faire des blagues. Il n'y avait rien qui faisait du sens de vouloir faire de l'humour après avoir été attaqué. Mais par la suite, il arrive d'autres étapes. Et là, c'est des étapes qui sont plus intrinsèques. C'est des étapes où est-ce que tu as beaucoup d'introspection par rapport à ce qui s'est passé. Je suis allé chercher des services en santé parce que j'éprouvais des difficultés. J'avais plusieurs signes et symptômes. Et à un moment donné, le diagnostic de PTSD, de syndrome post-traumatique, est arrivé. Ce qui faisait en sorte que je ne rencontrais plus les règles universelles de service et je savais pertinemment que mon départ pour la retraite venait de s'amorcer. Je dirais que c'est la plus grande perte que moi j'ai eue à servir mon pays. C'est cette déconnexion émotionnelle-là. Puis encore aujourd'hui, j'essaie de travailler pour me reconnecter avec mes émotions puis de vivre autant intensément les choses. Puis malgré toutes ces difficultés-là, j'y trouvais mon compte. Mes besoins étaient comblés. Puis c'est là où est-ce que j'ai poursuivi cette carrière-là qui a duré 20 ans. Puis encore une fois, aujourd'hui, je regrette rien, mais ce que j'ai perdu de plus grand, ben c'est la connexion émotionnelle que j'avais avec moi-même. Ce qui est difficile quand on prend sa retraite des Forces armées canadiennes, c'est que la première journée de sa retraite, on ne sait pas comment s'habiller. Il faut comprendre que pendant 20 ans, j'ai porté le même uniforme vert kaki. J'ai toujours été un clown dans l'armée, tout en étant professionnel. Fait que quand est venue ma sortie des Forces armées canadiennes, c'est là où est-ce que j'ai envisagé une carrière d'humoriste. Puis d'aller mettre mes compétences de funny guy au service des gens. Ça fait encore partie de ma vie. Yves Trottier était le directeur des programmes à l'École nationale de l'humour. Puis avant même ma sortie des Forces armées canadiennes, j'ai visité l'École nationale de l'humour. Puis je suis allé m'asseoir avec Yves Trottier. À ce moment-là, j'ai réalisé que Yves était un ancien militaire. Il comprenait de où je venais, il comprenait mon univers, il comprenait mes intentions, sans même me connaître comme personne. Je sais pas si tu te rappelles, la première fois que j'ai débarqué dans ton bureau, j'étais intéressé à aller à l'École nationale de l'humour. Puis c'était vraiment embryonnaire à ce moment-là. Je te posais des questions un petit peu sur les avenues que l'école avait à offrir. Ce qui est intéressant, ce que tu peux amener justement, ce que tu pouvais apporter à l'humour avec un bagage qui est méconnu, avec une expérience qui n'est pas connue du public. Les gens ont des idées, on voit des films de guerre, toutes sortes de choses, mais les gens n'ont pas tendance à penser qu'il y a des artistes chez les militaires, qu'il y a des humoristes, qu'il y a des poètes, qu'il y a des écrivains, qu'il y a toutes sortes de monde dans le militaire. La clé pour toi, mais la clé aussi pour les humoristes, c'est d'aller chercher profondément qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à dire, c'est quoi leur vision du monde. Bien, j'avais l'impression de devenir quelqu'un d'autre en même temps que de ma sortie des Forces armées canadiennes. Je pense que ça m'a aidé à ma transition d'avoir quelque chose de tangible, quelque chose qui me passionnait en sortant. Parce que sinon, j'aurais probablement essayé de trouver quelque chose qui m'amenait beaucoup d'adrénaline, qui ça aurait probablement pas été quelque chose de sain. Ça m'a pris 3 tentatives avant d'être accepté au programme de création humoristique à l'École nationale de l'humour. C'est pas facile de rentrer à l'École de l'humour parce qu'on reçoit beaucoup de candidatures. Pour les humoristes, autour de 180 à chaque année. On en accepte 12 à 15. Pour Steven, ce qui était apparent, c'est qu'il y avait le sens du comique. Okay? Il y avait le sens du punch, il était capable d'être drôle, mais il ne nous avait pas montré encore qui il était, puis est-ce qu'il était capable d'être polyvalent, est-ce qu'il était capable de sortir d'une seule track. Cette persévérance-là m'a amené à être sélectionné, puis j'étais très fier. J'étais très fier, mais en même temps, je devais informer l'école que j'avais des problèmes de santé qui pouvaient entraver
mon parcours pédagogique. Je ne sais pas si Yves, c'est venu à tes oreilles, mais j'ai été sélectionné en 2021. Puis j'avais décidé de ne pas aller à l'école principalement. On était en pandémie et j'avais commencé un changement de médication parce qu'avec la pandémie, je me suis retrouvé à être un petit peu plus déstabilisé. Et ce changement de médication-là faisait en sorte que le matin, j'étais moins fonctionnel. L'école a énormément de mérite de t'accompagner, mais le mérite te revient aussi de dire... Même s'il se retrouve parmi les 12 candidats sélectionnés pour faire partie du programme de création humoristique, Steven prend la difficile décision de dire non. L'École nationale de l'humour a mis en place un plan d'approche spécialisé pour le soutenir. C'est le seul vétéran de l'humour. Steven Bilodeau! Wow! Merci! Ottawa, en langage algonquin, veut dire l'endroit où c'est que les fonctionnaires vont pour mourir. Lorsqu'on est tombé en pandémie, ça faisait environ 1 an que je faisais de la scène à temps complet. Et là est arrivée une opportunité. Il y a une fondation qui s'appelle Le Balancier qui a un podcast qui s'appelle Dévette le soir. Ici, Sergent Steve pour Dévette le soir. Fondée il y a 4 ans, la Fondation Le Balancier accompagne les anciens militaires dans leur retour à la vie civile. Fred Gamache était directeur de la programmation, essentiellement co-animateur Dévette le soir avec Guy Riel. Les deux ensemble m'ont proposé de faire des capsules humoristiques à saveur vétéran pour la communauté à chaque semaine sur le podcast Dévette le soir. On parle de Guy. Yes, On l'a-tu, le setup? Tabarnouche, on rit plus. Comment ça va, mon gros loup? J'ai vu des meilleurs jours. Guy Riel est une personne que j'ai rencontrée à l'hôpital Saint-Anne-de-Bellevue, dans une clinique de gestion de la douleur. Depuis qu'on s'est assis ensemble, on a réalisé qu'on partageait beaucoup d'idéaux puis de valeurs communes, puis on est devenus des amis. On a créé Sergent Steve dans le podcast Dévette le soir en pandémie où est-ce que c'était pas nécessairement facile pour moi. Et ce personnage-là m'a permis, d'une façon un peu exutoire, de laisser parler mes émotions davantage. Donc, c'est un personnage qui me permet d'être un petit peu plus politique, un peu plus engagé. Je pense que tu as une façon de dire les choses que la communauté comprend bien. Puis ton sarcasme nous ressemble. Il est très militaire dans son ensemble. Fait que c'est ce qui est vraiment intéressant. Puis je pense que c'est ce qui a engagé les gens alentour de ce discours-là de Sergent Steve. Ici, Sergent Steve, et ce soir, on parle de famille. Par définition, une famille, c'est l'ensemble uni que forment les parents et les enfants. Le mot important ici, c'est uni. Parce que si t'es pas uni, t'appartiens quand même à une famille, mais dysfonctionnelle. Hein? Oui. C'était un premier jet d'un numéro d'humour que je rendais accessible à la communauté qui, elle, me supportait. Donc, pour moi, tout ça faisait du sens de redonner à la communauté ce que je faisais aujourd'hui comme humoriste. C'est réellement à partir de Steven, je pense que tout ça a éclaté. La vision globale de dire il faut parler de la santé globale. S'assumer comme malade, puis dire voici nos nouvelles limitations, puis voici comment on peut aller vers l'avant. Je pense que c'est une des belles réalisations que vous avez faites avec le podcast, surtout dans la dernière année avec la pandémie puis tout ça, d'amener que oui, on est malade. Oui, vous avez un post-tro. Oui, vous avez tout ça. Mais en même temps, on peut faire tellement de choses avec les vétérans, avec la communauté de l'armée, mais aussi avec la communauté civile pour déplacer des montagnes, littéralement. Le show du souvenir l'année passée, c'est carrément une montagne qu'on a déplacée puis qu'on a réussi à amener à quelque part. En 2021, Steven a mis sur pied le Show du souvenir, une soirée d'humour pendant laquelle il partage la scène avec des vétérans blessés en service. Tous les profits du spectacle sont remis à la Fondation Le Balancier. D'avoir un spectacle comme ça à notre bénéfice, c'est le plus beau cadeau que Steven pouvait nous faire. Dans notre temps, t'es blessé, t'es plus bon. C'est aussi simple que ça. Puis tu n'avais pas le droit d'en parler. Le syndrome de stress post-traumatique arrive avec plein de signes et symptômes. Comme humoriste aujourd'hui, sur scène, je dois faire face à des défis. Puis un des défis que je fais face, c'est souvent la chaleur. Mon cerveau, de façon inconsciente, fait un lien avec un événement traumatisant en Afghanistan qui s'est passé où est-ce que j'étais confiné dans un véhicule. Alors là, s'ensuit d'un état
d'hypervigilance. Dans mon cas, la maladie s'est développée tranquillement au cours des opérations. Puis, je ne sais pas si c'était pareil dans ton cas, mais à l'intérieur de moi, je savais que j'étais blessé. Je savais que j'avais des difficultés physiques et mentales. Il y a bien du monde qui vont dire « Ouais, mais il n'y a pas de l'air malade. Pas obligé d'avoir de l'air malade pour être malade. » Puis c'est ça qui est beau de votre génération, parce que, en tout cas, quand on a l'ouverture que j'ai, de se laisser imprégner par cette réalité-là qu'il y a toujours un plein potentiel, malgré tout, malgré la diminution. C'est important pour moi d'atténuer les signes et symptômes pour être capable de vivre de façon équilibrée et d'arrêter d'essayer de compenser les difficultés que je pouvais avoir dans plusieurs facettes de ma vie. J'ai eu l'opportunité d'acheter mon lot funéraire au travers d'une amie qui travaillait, elle, pour le cimetière. Puis au travers de cette amie-là, j'ai réalisé à quel point le cimetière était important. Je trouvais ça intéressant de savoir que j'allais finir ma vie avec mes frères et mes sœurs d'armes. C'est quelque chose de symbolique pour moi. Pour reconnaître ceux qui ont fait le sacrifice ultime, que ce soit sur le champ de bataille ou... Je veux utiliser ça comme une façon de sensibiliser aussi les gens à ne pas être seuls au travers des difficultés. Aujourd'hui, j'ai de l'expérience à dealer avec mes signes et symptômes. Et je suis conscient que certains symptômes peuvent affecter mes performances sur scène, mais c'est à moi à m'adapter puis à bien me préparer pour être capable de faire face à ces symptômes-là qui peuvent m'apporter des difficultés. La scène me permet d'être dans l'être plutôt que dans le faire. Oui, je fais quelque chose, mais je suis là avec les gens. J'aime énormément les gens. J'aime connecter avec eux autres. J'aime échanger avec eux. Puis c'est à la base du stand-up. C'est un échange. Là, on s'en va tourner le Soundcheck Podcast. Et tout ça va être suivi de ma soirée d'humour que j'ai avec Julien Dionne qui s'appelle Les Jeudis Stand-up au Troquet. C'est une soirée d'humour qu'on roule. Ça fait environ 1 an, toutes les semaines, à tous les jeudis. Quand j'ai décidé de m'embarquer dans cette deuxième carrière-là d'humoriste, je connaissais rien en l'humour. Mon personnage de scène, c'est davantage éclairci et davantage une représentation de qui je suis, qui fait en sorte que à chaque fois que je livre un numéro, ben j'ai l'impression que c'est un numéro qui vient de moi. Ça vient pas d'un personnage. Mathieu est arrivé dans ma vie parce que j'avais été invité à participer à son podcast qui s'appelle Débat-toi. Je le dis souvent, sans lui, ben probablement que je serais pas un podcaster et un animateur de podcast. Quand j'ai rencontré Steven, c'était à la fin d'une soirée ici. J'ai pris mon courage à 2 mains, malgré son gabarit. J'étais allé poser la question, hey, ça te tenterait-tu de venir sur mon podcast? Je trouve que t'as l'air d'avoir une histoire vraiment le fun. Puis, ben, le fun, on va se le dire, c'est en contexte, là, mais puis il est venu sur mon podcast. Ça a été super. T'es né en quelle année? 1978. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui t'a appartenu qui venait de 1978? Peut-être une scène noire. Ensemble, Mathieu et Steven ont créé un podcast nommé Soundcheck, qu'ils enregistrent devant public tous les jeudis au Troquet. Au début, j'avais peur de ne pas plaire aux gens. J'avais peur de me faire rejeter, probablement parce que c'est une de mes blessures. Mais rapidement, j'ai réalisé que ce que je faisais plaisait à certaines personnes, puis que ces personnes-là étaient vraiment, vraiment motivées à en voir davantage. Puis moi, de savoir ça, c'est suffisant pour me donner des ailes. C'est suffisant pour me permettre de réaliser que je suis sur mon X. Veuillez accueillir votre animateur, Steven Bilodeau!
c'est bienvenue au jeudi stand-up. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, on a un show de malade. Parfait, je suis bandé. Par applaudissement, est-ce que j'ai des militaires ou des vétérans dans la salle? Ce qui est surprenant, mon chum, parce que d'habitude, à ce temps-là, vous êtes tout dessous. En mars dernier, ça faisait pour moi 3 ans que je faisais de la scène. Et on a passé 2 ans et demi en pandémie. Donc, si tu comprends, j'ai commencé la semaine passée. C'est pas mal. Fait que Ce qui me rend le plus fier, c'est les gens qui me suivent depuis mes débuts. Et c'est la raison pour laquelle je fais de la scène, être proche des gens. J'espère que, au travers de cette deuxième carrière-là, comme artiste, va me permettre de continuer à me développer puis d'évoluer comme être humain, puis d'être une meilleure personne.